Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 68, nous passerons en revue le rapport américain Mind the Gap 2024 de Morningstar qui fait état de l'impact du market timing sur les rendements obtenus par les investisseurs. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va bien, merci. Donc, pour notre sujet d'aujourd'hui, on va examiner les résultats du dernier rapport Mind the Gap de Morningstar. Ce rapport analyse la différence entre les rendements déclarés par les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse américains et les rendements réellement obtenus par les investisseurs. Le dernier rapport, publié le 15 août, couvre la période de 10 ans qui se termine le 31 décembre 2023. François, je pense que nos auditeurs vont trouver ce sujet très pertinent. On y a fait allusion à la fin de notre podcast numéro 63. Dans ce podcast, on avait abordé la différence de performance entre les fonds gérés activement et leurs homologues passifs respectifs. On a aussi discuté de la croissance spectaculaire de la part de marché des fonds passifs. Oui, et c'est exact. Puis à l'époque, j'avais mentionné que je pensais que c'était encourageant de voir la croissance de part de marché de la gestion passive et de voir la surperformance continue des fonds passifs par rapport aux fonds actifs. Cependant, j'avais conclu en disant que les investisseurs devaient faire bon usage de ces outils et investir de manière disciplinée en gardant un œil sur le long terme. Cette mise en garde là, s'explique par le fait que le comportement des investisseurs a un impact significatif sur la performance qu'ils utilisent des fonds actifs ou passifs. Tout à fait, François. Le comportement de l'investisseur a un impact significatif sur la performance car les émotions sont souvent à l'origine des décisions d'investissement. Ça se résume souvent à la peur et à l'appât du gain. Lorsque les marchés sont à la hausse, les investisseurs veulent acheter davantage. Lorsque les marchés sont en baisse, les investisseurs veulent vendre car ils craignent de perdre de l'argent, ce qui, dans les cas extrêmes, peut conduire à des ventes de panique. Nos auditeurs trouveront peut-être intéressant de savoir que l'auteur Carl Richards, planificateur financier américain et chroniqueur au New York Times, a inventé le terme behavioral gap, ou en français écart comportemental, dans un livre sur les finances personnelles qu'il a écrit sous le même nom. Le terme behavioral gap, inventé par M. Richards, fait référence à la différence entre les rendements réels obtenus par les investisseurs et les rendements moyens des véhicules d'investissement qu'ils ont choisis. Oui, et c'est précisément cette différence que le rapport Mind the Gap de Morningstar tente de quantifier. En effet, contrairement aux rendements calculés par les fonds eux-mêmes, les rendements calculés pour les investisseurs prennent en compte les entrées et les sorties de fonds. Si les investisseurs ajoutent de la valeur par leur décision d'achat et de vente, l'écart va être positif. Puis si au contraire, leur décision soustrait de la valeur, l'écart va être négatif. François, ça c'est dit, c'est quoi les résultats du rapport Morningstar 2024? OK, bien, James, le rapport souligne une fois de plus que les rendements effectivement obtenus par les investisseurs sont bien inférieurs aux rendements générés par les fonds eux-mêmes. Pour la période de 10 ans, qui se terminait le 31 décembre 2023, Morningstar a estimé que le dollar moyen investi dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse américains, c'est-à-dire les rendements obtenus par les investisseurs, était de 6,3 %, tandis que les fonds eux-mêmes gagnaient environ 7,3 % par an. Cette différence-là, arrondie à moins 1,1 % par Morningstar, signifie que les investisseurs ont perdu environ 15 % par an des rendements générés par les fonds au cours de la dernière décennie. Cette petite différence de 1,1 % par an sur plusieurs décennies d'investissement, selon moi, François, aura un impact énorme sur le total des actifs au moment de la retraite. Il est vraiment important pour les investisseurs de comprendre l'effet qu'une petite différence, aussi petite qu'elle soit, peut avoir sur les rendements au fil du temps.
On parle des rendements composés annuels maintenant. Effectivement. Corrige-moi si je me trompe, François, mais l'écart constaté pour la décennie se terminant en décembre 2023, les résultats sont similaires à ce qui a été rapporté dans les rapports des années précédentes par Morningstar. Oui, tout à fait, James. Puis si on examine l'écart sur une base annuelle, le rendement moyen de l'investisseur a été inférieur au rendement total moyen des fonds au cours de chacune des 10 années civiles de la dernière décennie. Donc, l'écart de rendement annuel le plus faible a été de moins 0,7 % en 2017 et l'écart de rendement le plus élevé a été de moins 2 % en 2020. Selon Morningstar, le mauvais résultat de 2020 est dû au mauvais timing des investisseurs qui ont ajouté des actifs au début de l'année avant que les marchés chutent, pour ensuite retirer ces fonds pendant l'effondrement des marchés, juste avant qu'ils connaissent une forte reprise dans les mois qui ont suivi. C'est une preuve concrète du mauvais comportement des investisseurs qui a un impact important sur les rendements. François, je suis vraiment pas surpris par les résultats de l'année pandémique 2020. Cette année-là, ça fait un grand défi de convaincre les clients de respecter leur plan d'investissement à long terme. La crise de la COVID, vraiment un phénomène unique, a été une grande inconnue et a fait très peur à beaucoup de gens. Donc, c'est la même réalité, par contre, pour chaque crise. Comme on l'a déjà dit dans ce podcast, il est très difficile de faire du market timing et c'est un excellent moyen de dilapider son capital ou de réduire significativement ses rendements composés à long terme. Ce qui est vraiment important, c'est le temps passé dans le marché et non le timing du marché. François, est-ce qu'il y a d'autres conclusions que tu aimerais souligner dans le rapport? Oui, James, si on regarde les différentes catégories de fonds, il y en a 8. Les rendements des investisseurs ont été inférieurs aux rendements totaux des fonds eux-mêmes dans les 8 catégories sur la période de 10 ans. La catégorie de fonds qui a eu l'écart le plus faible est celle des fonds d'allocation d'actifs, avec un écart négatif de seulement 0,4 %, donc ça, c'est pas mal. Le rendement des investisseurs a été de 5,9 % et celui des fonds d'allocation d'actifs a été de 6,3 %. La catégorie de fonds avec l'écart le plus important est celle des fonds d'action sectoriels avec un rendement de 7 % pour les investisseurs et 9,6 % pour les fonds. C'est-à-dire que les investisseurs ont laissé 2,6 % d'argent par an sur la table, si on veut, là, pour un écart négatif de 2,6 %. François, je suis vraiment pas surpris par l'écart important des fonds sectoriels parce que souvent les gens embarquent après que ça a déjà très bien performé pour dire il faut que j'embarque là-dedans. Puis finalement, le gros du gain est déjà fait. Et là, quand c'est les déçoit, il faut le vendre. Fait que ça me surprend pas. Je pense que cette catégorie de fonds est plus souvent utilisée par des investisseurs actifs qui veulent augmenter leur exposition à un secteur particulier pour son potentiel de croissance. Ils sont également utilisés par des investisseurs qui souhaitent positionner leur portefeuille différemment en fonction des cycles économiques. Encore une fois, c'est pour moi des décisions de market timing. Oui, James, le rapport ne l'explique pas comme ça tout à fait, mais si on interprète ce qu'il dit, je pense que tu as raison. Le rapport indique que l'écart négatif important pour les fonds d'action sectoriels est dû au fait que les flux de fonds sont environ 2 fois plus volatiles que pour les fonds d'allocation d'actifs, ce qui veut dire qu'il est plus probable que les investisseurs entrent et sortent de ces fonds, comme tu as mentionné. L'autre raison est que les rendements de cette catégorie de fonds sont 50 % plus volatiles. Le rapport indique, et je cite, plus les rendements d'un fonds sont volatiles par rapport à ceux de ses pairs, plus l'écart de rendement pour les investisseurs a tendance à être important en moyenne. Par exemple, le dollar moyen investi dans le quintile le plus volatile des fonds d'action sectoriels était plus bas de 7 points de pourcentage par rapport au rendement des fonds eux-mêmes. Wow! C'est un énorme écart, François. J'imagine que l'inverse est vrai pour les fonds d'allocation d'actifs qui se rééquilibrent automatiquement sans l'intervention des investisseurs. Oui, c'est exact, James. On peut aussi dire que l'écart est plus faible pour cette catégorie de fonds parce que les flux de fonds sont plus stables et parce que les rendements aussi sont moins volatiles. Ça me semble être tout à fait logique, François. Lorsqu'on investit dans des fonds d'allocation d'actifs, les rendements sont généralement plus stables en raison de la diversification. Par exemple, ces fonds d'allocation d'actifs détiendront probablement un pourcentage fixe en obligations et les obligations, en temps normal, vont jouer le rôle de stabilisateur.
Tout à fait. Fait que ça va de soi, la volatilité va donc être réduite. Quand la volatilité est réduite, bon, tu sais que les investisseurs, leur comportement, ils vont avoir moins tendance à transiger. Et donc, ça augmente la probabilité que cet investisseur va maintenir le cap dans les marchés difficiles. Oui, c'est exact. Encore une fois, moins le fonds est volatile, mieux l'investisseur est positionné pour profiter de son rendement. François, est-ce qu'il y a une autre chose dans ce rapport que tu aimerais souligner pour nos auditeurs? Oui, il y a encore 2-3 choses, James. Tout d'abord, j'aimerais faire un commentaire sur l'écart négatif qui existe dans les catégories des obligations municipales et des obligations imposables, taxables. Ça, c'est pour le marché américain, là, mais c'est quand même intéressant de savoir. Je suis surpris que le rapport n'en parle pas plus, par contre. Là. Mon point, c'est que bien que les écarts négatifs sont faibles, à 1,3% et 1% respectivement, je pense que ces écarts sont élevés par rapport à la performance des fonds dans ces classes d'actifs. Donc, étant donné que les catégories des obligations municipales ont enregistré un rendement de 2,8%, ça c'est pour la période annuelle sur la période de 10 ans, et celles des obligations imposables ont obtenu un rendement de 2,2%, les écarts négatifs enregistrés par les investisseurs signifient qu'ils ont laissé environ 46% des rendements des obligations sur la table au cours des 10 dernières années. Ça, c'est par année, là, 46% qui ont laissé de côté. C'est vraiment, vraiment un point important que tu soulèves, François. C'est surprenant, mais c'est aussi contre-intuitif parce qu'on suppose que les rendements des obligations sont normalement moins volatiles. Mais en même temps, je pense qu'on peut attribuer cet accord important au rendement négatif ajouté à la forte volatilité observée sur le marché obligataire qui était historiquement élevé en 2022. C'était vraiment une année unique sur 100 ans. Et ceci, bien entendu, s'explique par la flambée de l'inflation et l'augmentation subséquente des taux des banques centrales. Oui, tu as peut-être raison, James. L'autre chose que j'aimerais souligner est la faible performance de la catégorie des fonds alternatifs qui comprend les fonds de couverture, en anglais hedge funds. Je pense que tu vas aimer ça, James. Et je cite le rapport, les fonds alternatifs ont obtenu la distinction douteuse d'être la seule catégorie de fonds où le dollar moyen a perdu de l'argent au cours de la décennie puisqu'il a affiché un rendement annuel négatif de 0,4% pour les investisseurs. Le rapport poursuit en disant, et je cite, c'est quelque peu ironique étant donné que l'argument de vente de certains fonds alternatifs est basé sur leur capacité à préserver le capital. Ouais, mais c'est un jeu de mots, la préservation de capital. Si on ne la fait pas croître, si on la mesure en termes d'inflation, bon, on a perdu dans le temps. C'est vraiment, vraiment une statistique qui je crois, démontre que ça défait tout l'argument de vente des gestionnaires de ce fonds-là. Effectivement. Une performance négative sur une décennie pendant que les actions américaines ont rapporté plus de 10%. Il faut vraiment remettre en question la pertinence d'investir dans ce genre de fonds pour les investisseurs individuels, surtout si on tient compte du fait qu'aucune autre catégorie de fonds n'a eu de performance négative sur cette période. Selon moi, François, l'explication la plus probable de cette non-performance est que les frais exorbitants de ces fonds alternatifs expliquent leur faible performance. Nos auditeurs réguliers se souviendront que dans le podcast numéro 64, j'ai cité Jason Zweig du Wall Street Journal sur la performance qu'auraient eu les actions de Warren Buffett, les actions de Berkshire Hathaway, si Warren Buffett avait facturé des frais équivalents des fonds à découvert. Et je répète la citation, si Buffett avait facturé les frais de fonds spéculatifs conventionnels, ces investisseurs n'auraient gagné qu'environ 10% de la richesse dont ils ont bénéficié. Donc, tu aurais perdu 90% de ton gain en frais de performance, en frais annuels aux gestionnaires des fonds. Alors, des frais élevés réduisent les rendements, mais des frais outrageusement élevés les détruisent. Est-ce qu'il y a autre chose à souligner dans le rapport, François? Oui, mon dernier point, et ça nous ramène à notre introduction lorsque j'ai dit que les investisseurs devaient faire bon usage des outils passifs à leur disposition, investir de manière disciplinée.
Le rapport souligne que les rendements globaux des investisseurs dans les fonds passifs ont été plus élevés que dans les fonds actifs et que l'écart de rendement négatif a été plus faible pour les fonds passifs. C'est donc une bonne nouvelle pour les investisseurs passifs, François, mais tous les investisseurs n'utilisent pas les FNB de manière passive. Tout à fait d'accord, James. Le rapport souligne que lorsque les investisseurs vont au-delà des catégories d'actions américaines et internationales pour se tourner vers d'autres catégories de fonds telles que les actions sectorielles, les actions non traditionnelles et autres catégories de fonds, l'écart négatif des investisseurs se creuse rapidement et est pire que les écarts négatifs constatés pour les investisseurs qui utilisent des fonds actifs. Donc, le rapport indique, et je cite, « Ceci suggère que les investisseurs pourraient renoncer à l'avantage de coût dont ils bénéficient dans ces fonds, donc ici les FNB, à cause de leur obsession à transiger activement. » François, on a souvent dit à nos auditeurs que l'une de nos convictions fondamentales est que le trading actif réduit les chances de créer de la valeur. Le rapport 2024 de Morningstar soutient cette thèse. Les résultats de l'écart comportemental pour les actions sectorielles et les actions non traditionnelles sont convaincants. On en a parlé souvent dans le passé. Les FNB sont des outils formidables, mais ils doivent être utilisés de la bonne façon. Oui. En plus, James, même en investissant passivement, il est très difficile de capter les rendements de plusieurs catégories d'actifs car on se laisse prendre par les dernières nouvelles et puis les dernières tendances. Nos émotions prennent le dessus et on réagit en transigeant. Les FNB passifs sont d'excellents outils, peu coûteux pour capter les rendements du marché, mais c'est aussi des épées à double tranchant car ils peuvent être négociés facilement lorsque les marchés sont ouverts. Pour appuyer cette affirmation, certains investisseurs pourraient être mieux servis en utilisant des fonds communs de placement indiciels plutôt que des FNB indiciels, car l'écart de rendement négatif pour les FNB indiciels était beaucoup plus important à 1,1% contre moins 0,2% pour les fonds communs de placement indiciels. Donc, tu étais mieux servi de détenir un fonds de placement indiciel qu'un FNB indiciel, d'après l'étude. Là. Cette statistique, François, me semble très convaincante, surtout par rapport au comportement des investisseurs. Je pense qu'il est juste de dire que pour réduire l'écart négatif, les investisseurs devraient détenir un petit nombre de fonds largement diversifiés dans différentes catégories d'actifs. Ils devraient privilégier la simplicité et éviter les fonds trop spécialisés tels que les fonds sectoriels et thématiques. Enfin, ils doivent gérer leur comportement et la meilleure façon de le faire est d'avoir un plan d'investissement qui va nous guider pour garder le cap quand les marchés vont être difficiles. Tout à fait d'accord avec toi, James. Et comme l'a dit Bill Bernstein, neurologue, théoricien de la finance et auteur, et je conclure là-dessus, et je cite, « Dans la mesure où vous réussissez dans la finance, vous réussissez dans la finance dans la mesure où vous pouvez supprimer votre système limbique, votre système numéro 1, qui est le système émotionnel qui évolue très rapidement qu'on a tous. Si vous ne pouvez pas le supprimer, vous allez probablement mourir pauvre. » Bon, c'est une excellente citation, François. Je pense qu'elle résume bien le message qu'on veut partager avec nos auditeurs et qu'on veut qu'ils retiennent aujourd'hui. Je pense que ça va mettre un terme à ce podcast. Merci, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 68e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 20 novembre. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci et à